Bonjour à toutes et à tous, deuxième jour sur la croisette. Ce matin, on a vu Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie, donc qui est le huitième ou neuvième, je sais plus compter. J'ai Huitième, je crois. rattrapé tous les Missions Impossibles avant de venir, je suis un peu perdu. En tout cas, c'était censé un peu être la deuxième partie du film précédent, qui était Dead Reckoning. Ils ont un peu renommé ça et on s'attendait, pour être tout à fait honnête, à ce que ce soit un peu un final, justement, comme le titre l'indiquait. Un final des aventures d'Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, évidemment. Le film prend évidemment la suite du film précédent. On retrouve un petit peu cette idée voilà, d'une espèce d'entité, d'une intelligence artificielle globalement, c'est ça, hein, qui menace de s'emparer un petit peu des armes nucléaires des plus grandes puissances mondiales pour annihiler l'humanité. Donc tout ça est évidemment très, très emphatique en termes d'enjeux. Et Ethan Hunt doit encore une fois sauver le monde. Alors je ne vais pas forcément résumer toutes les circonvolutions de l'intrigue de manière voilà, avec des enjeux géopolitiques, des missions à accomplir, une clé à aller pour ouvrir un coffre au fond de l'océan Arctique, etc. Josué, qu'est-ce que tu as pensé? On va commencer à entrer dans le vif du sujet parce que je me rappelle que l'an dernier on avait parlé de Furiosa au même créneau, on l'avait vu. Bon, c'est pas tout à fait le même calibre, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors, je suis très embêté parce que j'aime beaucoup la franchise Mission Impossible et notamment le précédent film. Alors, j'ai toujours eu des réserves sur Macquarie, puisque rappelons un petit peu, on va pas refaire toute la franchise, mais la spécificité de Mission Impossible, tout de même, c'est déjà d'une franchise moins centrée sur un personnage, enfin, du moins sa réactualisation cinématographique, puisque c'est évidemment adapté d'une série télé, mais centrée sur un acteur. Et Tom Cruise avait quand même cette idée, dans les premiers films, de confier à chaque fois un long métrage à un cinéaste qui incarnait quelque part un état d'ici et maintenant du cinéma d'action, puisqu'on a eu à la fois Brian De Palma dans quelque chose qui tenait de la relecture Hitchcockienne, dans un moment maniériste du cinéma hollywoodien. Il y avait eu John Woo, il y avait eu Abrams qui faisait son premier long et qui déclinait son principe de serialisation à la télévision par des franchises, puisqu'ensuite il a fait Star Trek. Brad Bird, c'était l'animation, Pixar, ce moment où plusieurs, en tout cas, cinéastes d'animation se sont mis au cinéma live, entre guillemets. Et puis il y a eu ce moment de fixation sur Macquarie, sur lequel moi j'avais beaucoup de réserves, même si je trouvais qu'il y avait... À partir de Rogue Nation. Exactement, Du coup, je trouvais qu'il y avait des scènes dans Rogue Nation, je trouvais qu'il y avait des scènes dans Fallout, et à ma grande surprise, j'ai été extraordinairement conquis par Dead Reckoning, donc le précédent, à tel point que je considère, et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, que c'est le meilleur Mission Impossible non réalisé par Brian De Palma. Et là, je suis très embêté, puisque, à mon avis, Macquarie a réalisé à la fois le meilleur Mission Impossible de Palma et le pire. Je pense vraiment que c'est le premier mauvais Mission Impossible, le premier mauvais Mission Impossible. Enfin, en parce tout que cas, c'est une saga plutôt homogène en termes de exactement. niveau, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grand écart. Ou disons incontestable, parce que moi je suis moins fan d'une John Woo, mais je sais qu'il y en a, voilà, il y a des gens qui aiment le John Woo, et je te passerai la parole. Et là, le problème, à mon avis, tient vraiment dans la réception du précédent, puisque tu l'as dit, en fait, le film a été renommé, et on sent en fait qu'il a été beaucoup retravaillé, qu'il diffère beaucoup du précédent, dans une logique, à mon avis, alors d'inflation narrative, hein, c'est vraiment, les enjeux n'ont jamais été aussi hauts, puisque c'est l'éradication de l'humanité, on ne cesse de le répéter. Oui, et c'est la suite de l'intrigue du précédent. Enfin, voilà, on En reprend fait, à le moitié, fil, c'est-à-dire qu'il y a une rupture. On voit d'ailleurs que, par exemple, le personnage, le méchant de Gabriel, qui est cette espèce d'apôtre de l'intelligence artificielle, qui est un peu son relais humain, a complètement changé de perspective, a complètement changé de plan. Le début du film nous présente une espèce de chaos mondial, de la naissance d'un dogme Avec une secte, apocalyptique, etc. voilà. Des éléments que le film ne creusera pas du tout. Donc il y a quand même un élément de rupture. On n'est pas dans la stricte continuité du précédent. Il y a un retour aussi un petit peu du gouvernement américain qui essaye de se remédier là-dedans. Donc à la fois on a des personnages, et puis surtout il y a une logique qui va être un peu une logique de fanservice, quoi. C'est terrible, qui va être de convoquer, alors c'était déjà un peu le cas dans le précédent, mais de manière un peu plus fine, différents éléments de la saga. Alors par exemple, il y a une réhabilitation incongrue de l'épisode 3 de J. Abrams, qui est vraiment presque l'épisode central dans la matrice de C'est celui-là. censé être là que tout a commencé. Enfin, Voilà, c'est-à-dire que la patte de c'est comme ça lapin que le film le présente. qui était le MacGuffin par excellence, c'est-à-dire on ne savait même pas ce que Tom Cruise, Ethan Hunt devait dérober dans le 3, là trouve une explication narrative, et ça va même jusque au pauvre agent de la CIA, de la fameuse scène de casse dans l'anglais du premier, qui revient. Un figurant presque en fait. Presque auquel un figurant, où là on donne vraiment une matière, donc on est un peu dans cette logique de retour qu'on a pu voir dans Indiana Jones, dans plein de séries télévisées, etc. De donner même une importance un peu démesurée à des figures secondaires qu'on avait complètement oubliées. Et le film, c'est terrible quand même. Il faut attendre 1h30 avant d'avoir la première scène d'action. Et la scène d'action qui est dans un sous-marin, qui est une longue scène d'action, est au fond la scène d'action du train dans Dead Reckoning, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de plateforme, il y a un jeu de volume, où là je me dis il se passe vaguement quelque chose. Mais ce qui est terrible, tu vois, même si on met à plat, c'est-à-dire que un peu les grands méchants du film, leur plan littéralement dans le film, c'est d'attendre
qu'il se passe quelque chose, qui est la scène finale. Et il y a vraiment une espèce il y a une espèce d'inflation scénaristique en même temps qu'une déflation formelle, et c'est assez terrible. Et le film m'a beaucoup fait penser notamment aux Avengers des frères Russo, c'est-à-dire énormément de scènes de dialogue où on nous déplie un petit peu, et l'action quelque part passe au second plan, ou du moins est subsumée sous une espèce de montagne de dialogue, de montagne d'informations qui sont toutes un peu les plus absconses les unes que les autres. Et oui, enfin moi je trouve que c'est vraiment une espèce de déception assez colossale quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce que tu décris là juste à l'instant, l'idée que y a eu évidemment une inflation de la part dialoguée dans Mission Impossible, moi évidemment ça me renvoie en fait à ce que j'aime dans les Missions Impossibles que j'ai découvert. Bon, j'avais déjà vu les 2 premiers quand même il y a longtemps, et j'en ai regardé 6 d'affilée. Ce que je recommande pas, c'est quand même un peu indigeste, c'est pas fait pour quoi, on va dire, parce qu'il y a quand même des schémas qui reviennent. Évidemment, c'est aussi le jeu ludique hein, quelque part de la situation, et justement ça m'amène un peu ce que j'aime moi dans Mission Impossible. Les situations. Voilà, je reconnais, quel que soit d'ailleurs le cinéaste qui s'empare de ça, un génie de la situation, c'est-à-dire la mise en place d'une situation qui va être de plus en plus problématique, qu'elle soit d'ordre physique, d'ordre de compréhension des enjeux, je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a eu un truc sous-jacent quelque part en Mission Impossible qui est pourtant assez clair, mais je m'ai paru aussi évident, c'est qu'en fait on dit est-ce que c'est du cinéma d'espionnage, est-ce que c'est du cinéma d'action, est-ce que c'est du cinéma d'aventure, c'est aussi des films de casse, d'assemblage d'équipes, etc. Et là peut-être que plus que jamais, c'est un cas qui est aussi un cas scénaristique. D'ailleurs, il y a une espèce de... C'est un peu un aveu terrible du film, mais l'intelligence artificielle n'arrête pas de répéter « c'est écrit »,« it's written », sur le mode vraiment de la prophétie. Et d'ailleurs, l'idée que le personnage de Tom Cruise serait l'élu, que ce serait sa destinée, etc. Enfin, quelque chose d'un peu mystique, même si cette mystique, il y a toujours eu quelque chose un peu comme ça en sous-bassement chez Tom Cruise. Et en l'occurrence, c'est le film qui est surécrit. Enfin, oui, et puis Ethan Hunt part du principe que non, justement, rien n'est écrit, on peut changer les choses, etc. Alors que le film avance comme ça son programme de manière assez prévisible. En tout cas, moi, ce que je voulais dire sur cette question de la situation, c'était que justement, quelque part, les dialogues n'étaient que, en fait, le prétexte ou le liant, on va dire, entre 2 situations qui sont un peu des numéros aussi. Hein. Moi, je pensais au cinéma burlesque, c'est pour ça que on a eu cette discussion aussi en parlant un peu du film qu'on allait voir ce matin. C'est évidemment, voilà, dans quel genre ça s'inscrit. La mise en scène, elle est un petit peu hybride. En fait, il y a plusieurs choses en même temps. La part dialoguée fait partie aussi un peu du film de thriller, de complot, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça qui vient un peu presque. Ça, c'est un peu vintage, on va dire. C'est la part un petit peu film de guerre froide, on va dire presque. Proche des James Bond, je pense. Mais voilà, il y avait cette idée quand même d'accentuer la part burlesque et de l'exagérer presque. Hein. Vraiment, moi, c'est ce qui me plaisait, même dans les Macquarie que j'ai vus, c'est vraiment le côté presque, on va dire, gargantuesque des scènes d'action qui s'étirent. On a l'impression que c'est fini, mais en fait, ça continue parce qu'il y a un pont qui s'affaisse, etc. Et on continue. Quand le pont s'affaisse, il y a le train qui s'affaisse dans le dernier, par exemple. Et ça ne s'arrête jamais. Il y a un wagon, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Bon. Et cette logique d'emboîtement-là, je ne l'ai pas du tout ici. Je l'ai un tout petit peu avec ce scène de sous-marin. En effet, je peux sauver 2-3 trucs parce qu'il y a une situation problématique qui s'ajoute à une autre, puisque bon, il y a l'extérieur du sous-marin qui est en train, enfin, le sous-marin est en train de sombrer. Il y a plein de choses de trop, mais il y a toujours cette gourmandise là que je peux reconnaître, mais que je reconnais en tout cas dans ce film-là. Tout le reste, la partie qui a le plus grossi, qui s'est presque un peu, voilà, qui est devenue un peu grasse, quoi. C'est vraiment toute la part dialoguée où en fait on vient répéter les enjeux en permanence, et d'autant qu'en plus on l'a pas signalé, mais les 40 premières minutes du film, j'exagère, je sais pas, j'ai pas regardé le chronomètre à ce point, c'est un récapitulatif presque en fait, de tous les épisodes précédents en forme presque de compilation, de medley. Et la chose du mixtape, mais je m'attendais, tu vois, ça on peut en parler, je disais en introduction que je m'attendais que ce soit le dernier. Le côté medley à la limite, pourquoi pas, si quelque part le film va travailler ensuite l'idée d'une forme de conclusion quand même, ou l'idée d'une forme d'arrêt, en fait Ethan Hunt doit mourir, tu vois, il y a un peu cette idée-là, tant qu'il n'est pas mort, il y a une nouvelle menace, la boucle se relance, il faut retourner au boulot le lendemain, et le film n'arrive pas. Là on spoil évidemment, mais bon, on est obligé, enfin voilà. C'est un spoil léger, mais oui. Le film n'arrive pas à conclure. Alors moi je rebondirais juste sur un truc sur cette question des dialogues, parce que j'y pense là en t'écoutant, c'est qu'à la fois il y a une logique d'inflation, c'est indéniable, mais il y a aussi quelque chose d'anémié. C'est-à-dire que quand on repense aux scènes de dialogue, par exemple du premier De Palma, ce qui était très très beau, c'est qu'en fait il y avait une dissociation entre la parole et le montage. C'est-à-dire que pendant que les personnages parlaient, qu'est-ce que faisait Ethan Hunt ? Il était en train de recomposer mentalement en testant des hypothèses selon le degré de confiance et de véracité qu'il donnait aux paroles d'autrui. Là en l'occurrence, il y avait beaucoup de flash forward en fait. Exactement. Dans toute la saga, c'était l'idée qu'on voyait ce qui allait se passer. Et il y a encore un tout petit peu ça, c'est-à-dire notamment cette idée que l'entité est une intelligence artificielle et donc elle calcule le nombre de probabilités, etc. Et donc on a un petit peu ça dans le montage qui serait un héritage de la mise en scène de Brian De Palma, c'est-à-dire un montage qui va se dissocier et qui va imaginer les issues potentielles, etc. Qui était un peu un seul truc dans le dernier Avengers, hein, avec le personnage de Doctor Strange qui pouvait visualiser toutes les éventualités. On retrouve un peu cette logique-là. Or là, le problème, c'est qu'aussi, il y a un truc, tu vois, même de faux semblants, c'est-à-dire les différents personnages, il n'y a pas de trahison,
il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas d'infiltration, c'est-à-dire que toute cette part-là, aucun vertige en fait. il y a aucun- cette part de l'incertitude en fait. C'est là je reviens à la question de l'écriture, c'est-à-dire c'est aussi une saga à laquelle on a retiré son principe d'incertitude qui était l'un vraiment des ferments de la mise en scène de De Palma et par la suite des autres films. Et là je pense que c'est vraiment... Bah, c'est toute l'idée de l'impossibilité dans le titre. C'est surtout un film qui, contrairement au précédent, c'est ça aussi qu'il faut questionner, je pense que c'est le premier Mission Impossible qui n'ajoute rien quelque part à l'imaginaire et au champ des possibles de la saga, alors que les précédents quand même le faisaient sur un mode tu vois, performatif, c'est-à-dire Tom Cruise s'accroche à un avion. Bah, ça c'était l'argument de Rock Nation, c'est encore l'argument ici de certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le film? Qu'est-ce que le film propose d'inédit? À mon avis, plus rien, et c'est un peu triste parce que le premier Mission Impossible était le meilleur, mais a engendré des suites quand même assez fécondes, et là le dernier est, à mon avis, encore une fois, le premier mauvais film incontestable. Et puis enfin, le symptôme de ça, c'est qu'il y a 2 scènes d'action de 15 minutes Qui sur sont le longues, film, mais et oui. le film qui est le plus long de toute la saga. Enfin, ce qui est un petit peu représentatif de ce qu'on a vu ce matin. Je pense qu'on peut s'arrêter là en tout cas pour cette vidéo. Bon, on est très la déçus, saga devrait évidemment. aussi, je pense. Voilà. Oh, oui, voilà, c'est ça. Il faudrait à un moment s'arrêter, je pense, avant de tout envoyer balader, en tout cas de tout annuler. Tout ce qu'on a aimé aussi dans cette saga. En tout cas, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Tout de suite, c'est la carte blanche. Alors pour cette carte blanche du jour, je voulais vous parler d'un film qui a un peu fait parler de lui pour des circonstances un peu tragiques. Le film est présenté ce soir à l'Acide. C'est le film de Sepideh Farzi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui est consacré à la correspondance qu'a effectuée la cinéaste iranienne avec une journaliste, une photojournaliste gazaoui, palestinienne, qui s'appelle Fatima Hassouna. Et malheureusement, quand le film a été annoncé en sélection à Cannes à l'Acide justement, le lendemain, Fatima Hassouna a été assassinée par l'armée israélienne. Donc forcément, quand on découvre le film, et pourquoi je vous explique ça, c'est évidemment parce qu'on ne peut pas ne pas y penser quand on voit le film. C'est un film pourtant qui va peut-être générer pas mal de commentaires pour plein de raisons évidentes, et qui pourtant est un film de poche presque. Voilà, on a vraiment cette idée d'une correspondance filmée sur un petit ordinateur entre une cinéaste qui est en plus de surcroît pas très connue. Enfin, je veux dire, moi je connaissais pas Sepideh Farzi. En tout cas, ça m'intéresse de voir ce qu'elle fait à présent. Et on a vraiment cette idée qu'on va essayer de parler de la situation à Gaza et en Palestine du point de vue presque d'une caméra cachée, ou en tout cas d'une caméra embarquée dans un coin d'une poche de quelqu'un qui vit là-bas sur place, et de créer une sorte d'échange intimiste, quand bien même ce qui se passe tout autour est énorme. Donc on a un peu je trouve le film travaille très bien par son dispositif qui est en fait une sorte de film interface, de desktop movie, mais filmé en plus avec une caméra de téléphone, donc il y a une forme de précarité qui est revendiquée. Et voilà, le film est... j'ai trouvé bouleversant en fait, mais pas seulement évidemment pour le contexte, même si en fait ça fait partie du film, et d'ailleurs à la toute fin du film, une séquence évoque le drame qui s'est passé et l'assassinat de Fatima Hassouna entre la sélection du film à l'Acide et sa projection aujourd'hui à Cannes. Et donc voilà, on a un film qui est à la fois tout petit, c'est une toute petite chose, et qui en même temps charrie avec lui beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Moi c'est aussi, on n'a jamais, à mon avis, avec ce film là, on voit quelque chose de Gaza qu'on n'a pas l'habitude de voir, et la cinéaste quand même ne se repose pas seulement sur le témoignage, elle fait des jeux aussi, elle aime bien passer de son téléphone portable à son ordinateur, ou sur son ordinateur il se trouve les images médiatiques qu'on voit en boucle depuis 1 an et demi, depuis le 7 octobre notamment, et donc elle va comme ça jouer en parallèle avec ces deux régimes d'images et nous faire éprouver un petit peu aussi le sentiment d'être à la fois très près de Fatima Hassouna et en même temps très loin, puisque évidemment Sepideh Farzi vit à Paris et le dit dans le film. Donc voilà, il y a quelque chose, le film travaille de quelque chose de très intéressant à partir de pas grand chose, et j'ai l'impression qu'évidemment l'ampleur que ça a donné, le retentissement que le film va avoir est assez disproportionné par rapport à ce que le film est dans sa facture, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et d'ailleurs ça a été évidemment été évoqué en ouverture de Cannes de manière assez parcellaire, on va dire, pour être gentil. L'Acide n'a pas été mentionné, et évidemment il n'a pas été mentionné d'une frappe ciblée, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude. Sur ces paroles malheureuse, j'en l'accorde, je vous laisse et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.